Bonjour Christophe Robert. Bonjour. Alors vous êtes sociologue de formation et depuis début 2015, je crois, le délégué général de la Fondation Abbé Pierre. Quelques chiffres pour illustrer les conditions de logement difficiles pour beaucoup de Français. Globalement, on peut dire que 12 millions de Français sont touchés par la crise du logement. Environ 4 millions vivent dans des habitations insalubres. On voit 3,8 millions, mais c'est peut-être même aujourd'hui 4 millions. Donc dans des habitations insalubres, surpeuplées, mal chauffées ou parfois pas chauffées, parfois sans eau aussi. Sans oublier bien sûr environ 150 000 SDF, comme on les appelle, ou sans-abri. Ce sont les chiffres de ce qu'on appelle pudiquement le mal-logement en France, des chiffres qui augmentent d'ailleurs chaque année. Christophe Robert, on peut le dire, la précarité, la pauvreté continuent de gagner du terrain en France. Oui, parce que vous parlez de 3,8 millions de mal logés, effectivement. Si on prend seulement la situation des sans domicile fixe, il y a 2 enquêtes de l'INSEE, une en 2001, une en 2012, qui montrent par exemple qu'il y a une augmentation de 50%. Ouais. Un autre chiffre, 8,8 millions de pauvres aujourd'hui dans notre pays, c'est plus 1 million en 10 ans. Ouais. Donc on a un accroissement des situations de fragilité dans le logement, on a un accroissement des inégalités, on a un accroissement de l'exclusion, de la pauvreté. Ça veut dire que ce pays n'a pas réussi. Il ne veut pas dire qu'il n'a rien fait, mais en tout cas ce qu'il a fait n'a pas permis d'enrayer ces catastrophes, parce que ça produit derrière des situations sociales extrêmement dures. Avant d'aller plus loin, un mot sur la Fondation Abbé Pierre. En quelques mots, Christophe Robert, qui êtes-vous et quelles sont les actions que vous menez au quotidien ? Alors, la Fondation Abbé Pierre, elle existe depuis maintenant 25 ans, créée par l'Abbé Pierre, elle s'inscrit dans le mouvement Emmaüs. Et en fait, c'est une fondation qui agit, qui finance à peu près 900 projets par an, de construction de logements, de lieux d'accès aux droits, de lieux pour les sans-abri, grâce à la générosité des dons particuliers. Parce que plus de 90% de votre financement, ce sont des dons. Exactement, ce sont des dons de particuliers. Donc de la solidarité qui s'exprime via ces aides que nous apportons pour sortir les personnes en difficulté de logement. Donc c'est un élan de solidarité. Ça crée aussi une indépendance pour l'analyse que l'on fait, de l'évaluation des politiques publiques, nos propositions et le débat public, comme aujourd'hui avec vous autour de cette table. Donc 900 projets par an, beaucoup de choses, beaucoup d'implications des citoyens, des associations, donc ça c'est positif, mais on voit bien que ça ne suffit pas à enrayer le problème. Ceux qui veulent vous aider, d'ailleurs, ils peuvent aller sur votre site et faire un don. Oui, tout à fait, bon. Absolument. Alors le mal-logement, on en parle beaucoup en France, les gouvernements successifs annoncent régulièrement des plans pour améliorer l'offre de logement, d'importants budgets y sont consacrés. Malgré tout, les résultats sont assez décevants. Que les gouvernements soient de gauche ou de droite d'ailleurs. Oui, en fait, déjà dans les grandes villes, les agglomérations, on souffre d'un manque de logements. Donc il y a déjà un manque quantitatif. Ensuite, les logements qui sont mis à disposition aujourd'hui sont souvent chers dans ces grandes villes. En tout cas, décalés par rapport aux ressources des ménages. On voit bien qu'il y a une fragilisation, le phénomène de la précarité, y compris de ceux qui travaillent. On a un emploi, mais on est en situation de pauvreté ou de précarité. Et pendant ce temps-là, le coût du logement augmente. Dans les années 2000, les biens immobiliers à la vente ont doublé en moyenne en France. Mais dans certaines villes, c'est par 3, par 4. Ouais. Les loyers ont augmenté de 50%. Les charges, eau, électricité, gaz ont flambé. Et pendant ce temps-là, les salaires, ils n'ont pas suivi. On peut dire que cette crise du logement, elle est révélatrice d'ailleurs de l'augmentation des inégalités. Les deux vont de pair. Oui, pour plusieurs raisons. Les plus fragiles rencontrent encore plus de difficultés parce que le marché ayant flambé, même si c'est un peu stabilisé maintenant, eh bien, il y a un décalage très important qui ne pénalise pas les plus riches ou ceux qui ont classe moyenne supérieure, on va dire. Après, effectivement, c'est un facteur d'inégalité parce que quand on regarde le patrimoine des ménages, l'écart se fait essentiellement à cause de l'immobilier. Le patrimoine des ménages est composé à 70% d'immobilier. Donc quelqu'un qui a la chance de pouvoir acheter 5 logements, les mettre en location, puis s'il revend 10 ans après, il va doubler la mise en quelque sorte. Donc c'est aussi une source d'accroissement des inégalités, effectivement. Alors les gouvernements parlent souvent et agissent d'ailleurs en ce qu'on appelle le logement social. Mais malgré tout, le logement social en France, c'est un échec. Alors c'est un échec. Il y a 4,5 millions de logements sociaux en France. C'est quand même le principal outil de la solidarité dans notre pays. Mais étant donné que les loyers sont trop chers, que beaucoup de gens n'arrivent plus à acheter, à accéder à la propriété dans les classes moyennes, étant donné qu'il y a cette fragilisation, un chômage de masse, la pauvreté qu'on évoquait tout à l'heure, beaucoup se déportent vers le logement social. C'est devenu la seule solution pour beaucoup de monde. Et pour vous donner 2 chiffres, il y a aujourd'hui 1,8 million de personnes qui sont sur la liste des demandeurs de logements sociaux. Et on en attribue 500 000 par an. Donc il y a un gap énorme. Donc il faut absolument continuer la production de logements sociaux, mais aussi
continuer la production de logements tout court et arriver à calmer le jeu sur les marchés pour que ça soit plus en phase avec ce que les gens ont dans leur portefeuille. Par exemple, le blocage des loyers, en tout cas les loyers qui sont... l'augmentation des loyers bloqués, comme ça se passe à Paris, c'est une bonne solution? L'encadrement. C'est pas un blocage. C'est la loi qui a été votée, la loi de Madame Duflot, la loi Allure, effectivement, prévoit de faire baisser les loyers les plus chers. Alors, ça s'est mis en application à Paris, a priori à Lille en février. Ça règle pas complètement le problème, parce qu'en fait, on fait baisser les prix des loyers les plus chers. Mais ça donne un message quand même en disant, on ne fait pas n'importe quoi. Pourtant, il y a un droit au logement qui existe. Il y a une loi qui a été votée, je crois, en 2007 en France. Le droit au logement opposable. Pourquoi ça ne marche pas? Alors, le droit au logement opposable, il y a à peu près 100 000 ménages qui ont pu être relogés dans du logement social grâce à cette loi. En 10 ans à peu près? Absolument. C'est peu. C'est peu, mais ça a permis à des gens qui n'auraient pas été logés de trouver une solution quand même. Par contre, là où c'est profondément inquiétant, c'est que l'opposabilité, c'est de rendre vraiment obligatoire le relogement. Parce qu'on peut même mettre l'État devant un tribunal qui va payer des astreintes parce qu'il n'a pas respecté ses engagements. Et là, vous avez 60 000 ménages qui ont déjà déposé des dossiers de droit au logement opposable, qui ont attendu 6 mois pour se voir proposer un logement. Et rien ne leur a été proposé. Donc, essentiellement, Paris, Marseille, Lyon, les secteurs tendus, on est effectivement en échec, y compris sur le Dalo. Ce que vous relevez aussi, vous allez d'ailleurs publier un nouveau rapport, je crois en janvier, c'est chaque année au mois de janvier. Mais en tout cas, dans les rapports précédents, j'imagine que ce sera encore le cas dans celui-ci, c'est que le mal logement a un impact énorme sur la société, et notamment en matière de santé publique. Oui, c'est très important de ne pas considérer le logement juste comme un secteur, un chantier. Le logement a un impact sur la scolarisation des enfants. Le logement a un impact sur l'emploi. Il y a des gens qui ne trouvent pas d'emploi parce qu'ils n'ont pas de logement, ou qui ne changent pas d'emploi de peur de trouver des logements trop chers. Et la santé. Ceux qui n'arrivent plus à se chauffer. Ceux qui sont dans des logements dangereux. Le saturnisme. L'étude que l'on a fait où on a comparé 2 catégories de population à peu près similaires, une qui ne peut pas chauffer ou qui est en précarité énergétique et une autre qui est dans de bonnes conditions, on voit augmenter les rhinites, on voit augmenter les bronchites, on voit augmenter les dépressions. C'est aussi l'isolement souvent. Et ça peut être un cercle vicieux. Exactement. L'exemple vraiment le plus parlant, c'est des personnes qui refusent des invitations de leurs gamins par des enfants, qui les invitent pour un anniversaire ou pour un déjeuner. Ils disent non, refuse-la parce que nous, on ne pourra pas la rendre, cette invitation, parce qu'on a honte de montrer dans quelles conditions on vit. Donc c'est aussi un isolement social, c'est aussi une grande souffrance personnelle, si vous voulez. Alors on ne peut pas parler du mal logement sans parler de ceux qui sont tout en bas de l'échelle, c'est-à-dire les sans-abri, les SDF. On a dit un chiffre, 150 000 SDF aujourd'hui en France. Un chiffre dramatique qui n'arrête pas d'augmenter. Ouais, là aussi, 50% d'augmentation du phénomène en 10 ans. C'est profondément choquant. Il y a aujourd'hui des femmes seules qui dorment à la rue. Il y a des enfants qui dorment à la rue. C'était inconcevable il y a encore 7-8 ans. On se disait, c'est pas possible. Les filets de sécurité, on va tendre la main, on va trouver des solutions. Eh bien, on a été débordé par cette histoire-là. On n'a pas été capable, ce pays, 5e, 6e puissance du monde, d'apporter une réponse, même temporaire, en hébergement, de mise à l'abri pour l'ensemble des personnes. Ça doit vraiment nous interroger très fortement. Ça doit susciter une mobilisation de tous. On ne peut pas laisser des gens comme ça à la rue. On ne peut pas voir 2000 personnes mourir à la rue. Vous vous rendez compte? Oui. Donc le décompte qu'avait fait le collectif des Morts de la rue, c'était 400 personnes par an. Et il y a une étude qui a été faite avec un institut de recherche sur la question. Ce serait plutôt 2000. Alors, c'est pas seulement la rue qui tue. Souvent des problèmes de pathologie, des problèmes psychiques, d'autres difficultés. Mais il y a quand même un isolement considérable. Et nos dispositifs de protection ne sont pas calibrés pour répondre à cette situation. Ouais. Alors, on parle beaucoup aussi des migrants en ce moment, dans l'actualité, des réfugiés, en France aussi. La Fondation Abbé Pierre s'occupe aussi de ces réfugiés. Oui, dans nos lieux d'accueil de jour, ce qu'on appelle les boutiques solidarité que nous développons, ce sont des lieux d'accueil de jour pour les personnes qui sont à la rue. On ne regarde pas. On ne va pas commencer à demander pour quelqu'un qui vient prendre une douche, un café. Donc effectivement, et d'ailleurs, le droit français fonctionne comme ça. Il dit, on ne doit pas laisser les personnes à la rue. La Fondation ne choisit pas entre les réfugiés. Pas pour des lieux de ce type-là. Après, tout le monde n'a pas le droit aux mêmes choses. Le logement social n'est pas ouvert à tout le monde si on n'a pas de papier. Donc ça veut dire que les gens se rabattent sur du logement privé, souvent de mauvaise qualité. Mais effectivement, je vois des images de l'Abbé Pierre en 54. On avait su à ce moment-là créer un sursaut, construire énormément de logements, développer des solutions massivement, juste après la guerre. Je crois vraiment qu'aujourd'hui, il nous faut reprendre la mesure des dégâts sociaux provoqués par le mal logement et agir très 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 fortement, beaucoup plus fortement que ce que l'on connaît aujourd'hui. Justement, pour aller sur la voie de la solution, la France devrait construire, je crois, 500 000 logements chaque année.
Combien on en construit aujourd'hui en France? 330 000. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce décalage entre les besoins et puis la réalité dans un pays aussi riche que la France? C'est compliqué, mais c'est la question du foncier, c'est la question de la continuité de l'action publique, c'est la question des moyens financiers que l'on met et des contreparties qu'on va imposer en face pour faire du logement social ou du logement privé à vocation sociale. Mais c'est tout l'engagement d'un pays qu'il faut. Enfin, je veux dire, l'abbé Pierre disait, on est en guerre contre le mal logement. Toutes les situations que nous voyons, les souffrances que nous voyons des personnes à qui nous tendons la main à la Fondation Abbé Pierre, vous n'imaginez pas la violence sociale que ça représente. Et on n'imagine pas, quand on apporte une solution, le bonheur que ça représente. Je crois que c'est ça qui doit nous donner la force de mener des politiques beaucoup plus ambitieuses, beaucoup plus offensives, dans la continuité, pour sortir les gens de la précarité. Et on s'en portera tous bien mieux. Quand vous rencontrez les politiques, que vous tenez ce genre de discours, vous avez l'impression d'être entendu, mais simplement entendu, encore une fois, entendu. Les politiques font des choses quand même. Il y a des choses qui se font, mais c'est absolument pas à l'ampleur du problème. Il est là le problème. Donc il y a des ministres qui agissent, il y a un Premier ministre, il y a un président de la République qui dit il faut qu'on fasse ci, il faut qu'on fasse ça. Des choses se font quand même, mais pas à la hauteur du problème. Donc du coup, tant qu'il y aura des personnes à la rue, tant qu'il y aura des personnes qui ne pourront pas se chauffer, tant qu'il y aura des personnes qui seront victimes de marchands de sommeil, tant qu'il y aura des personnes qui mourront à la rue, il nous faudra collectivement agir beaucoup plus fortement. Et on espère que la campagne présidentielle va être l'occasion de remettre ces sujets sociaux au cœur de la campagne. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas. C'est vraiment dommage. Mais il faut absolument que ce le soit. Alors Christophe Robert, la Fondation, c'est beaucoup de bénévoles. Il y a peut-être des gens qui vous regardent, qui nous regardent, qui regardent ce que vous venez de dire. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour vous aider ? Il y a plein de choses. Il y a effectivement le bénévolat auprès de la Fondation Abbé Pierre, d'autres associations. Il y a le don qui permet de construire ces logements, ces lieux d'accueil de jour pour les sans-abri, cet accès aux droits. Et je crois aussi une responsabilité collective, citoyenne, aussi vis-à-vis du politique, exiger de nos responsables politiques, les maires, le futur ou la future présidente de la République, qui se préoccupent de cette question sociale. 8,8 millions de pauvres, 1 million de plus en 10 ans, ça doit créer un sursaut collectif. Merci beaucoup Christophe Robert, merci d'être venu en parler sur le plateau du 64 minutes.